Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour le Focus qui sera dédié ce soir au Conseil scientifique local qui a pris naissance il y a quelques semaines. Et pour présenter cette émission avec moi, Julienne Travental. Bonsoir Julienne. Bonsoir Harold. En effet, ce soir pour le Focus décryptage de l'actualité, oui c'est une actualité, nous allons présenter le Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes et nous avons sur ce plateau pour ce faire Monsieur Fabrice Gott, ingénieur en conception solutions, Madame Irisa Remus, médecin généraliste, Madame Pamela Aubertan, docteur en sciences politiques et droit international, et Madame Fabienne Alvarez, docteur en sciences sociales. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Donc justement, Harold, l'idée est de pouvoir expliquer à la population en quoi consiste le Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes. Surtout pour les personnes qui l'ignorent, puisque vous effectuez un travail quand même formidable au niveau du recueil de données, du traitement des données, de la présentation de ces datas. Donc d'où vient justement ce projet pour que tous les Guadeloupéens sachent? Voilà, donc je vais vous présenter le Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes. Donc c'est une association loi 1901, indépendante, politiquement et économiquement, donc qui a vu le jour le 13 mars 2021. Vous avez vu que la politique influait un peu trop sur la science ces temps-ci? Oui, un peu trop. Il vaut mieux être indépendant pour faire ces choses-là. Très Et bien. cette association est destinée à apporter des solutions alternatives aux problèmes rencontrés dans le bassin caribéen. Donc nous sommes composés de scientifiques issus de différents domaines et disciplines, et tous ensemble nous travaillons à apporter des solutions pour préserver nos sociétés et surtout nos ressources. Excellent. Hein. Donc l'intérêt collectif est au-dessus des intérêts politiques. Ça c'est clair. Hein. Je tiens à et préciser, corporatistes. Je tiens à préciser, vous êtes 4 sur le plateau, mais vous êtes au total 30 membres carrément en Guadeloupe pour ce conseil. Oui. Pour le moment, oui. Voilà. Pour le moment, oui. Vous pouvez me préciser. Voilà. Donc nous devons, nous, apporter des solutions qui sont adaptées à notre territoire et adaptées aussi à nos us et coutumes, on va dire. Hein. Donc les missions du Conseil, je les ai listées, elles sont listées là, mais je ne les ai pas apprises par cœur, hein, je vais vous les donner. C'est important pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'est le Conseil. Donc les missions, présenter une lecture systémique, holistique et contextualisée des situations du territoire. Émettre un certain nombre d'avis sur les mesures prises sur une situation, mettre en place des procédures d'observation, des analyses, des tests, concevoir des solutions alternatives et en suivre l'efficience, être une force de proposition et d'accompagnement, être sollicité pour animer des conférences ou des ateliers de sensibilisation aux thématiques, ce qu'on a commencé à faire, participer à des négociations entre différents acteurs afin de trouver des solutions novatrices. Et enfin, le dernier point, conseiller les citoyens sur la posture la plus adaptée compte tenu du climat, de l'insularité, des risques majeurs prévisibles et imprévisibles. Voilà les points de nos missions pour vous présenter ce conseil. Alors, une question, comment réagissent les collectivités publiques, tous les organes dirigeants de l'île face à votre conseil à ce jour? Alors, on a eu à rencontrer plusieurs acteurs sociaux, économiques ou politiques qui nous ont posé la même question, à savoir quelle est l'origine de ce conseil et en quoi est-ce qu'il est scientifique et citoyen. Donc, je me permettrai d'apporter des éléments de réponse sur pourquoi mêler scientifique et citoyen dans un conseil. Alors, scientifique, c'est pour dire plusieurs choses. D'abord, c'est en lien, bien entendu, avec nos parcours, mais pas seulement, puisque on a une vision de la science qui est large. La science, c'est à la fois la manière dont une personne a pu se former dans son parcours, ce qu'on appelle la formation par la recherche. Il y a donc parmi nous, et j'en fais partie, des gens qui se sont formés par la science. C'est pour ça que nous sommes l'une et l'autre, Pamela Aubertan et moi, docteurs dans nos champs respectifs. La science, c'est aussi la capacité, même si on n'est pas chercheur, à utiliser avec rigueur les outils scientifiques, et en particulier pour le thème qui nous intéresse ce soir, les outils des sciences sociales sur l'observation, sur, vous parliez de collecter des données, de compiler des données. Nous, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est de donner du sens à tout ça, dans la tradition weberienne en sociologie, qui consiste à mettre en lien des éléments, essayer de trouver du sens et une cohérence.
Et puis scientifique, pour nous, c'est aussi une posture. C'est la capacité aujourd'hui à avoir un regard critique sur ce que l'on lit, sur ce que l'on entend, parce qu'on est dans une profusion d'informations, dans une profusion de désinformations, sans que cette désinformation soit nécessairement celle à laquelle on pense, quand on vise les réseaux sociaux. Et donc, derrière cette question de scientifique, nous aussi, on vise une posture qui est celle d'avoir un œil critique, un regard critique, de se poser des questions et de ne pas prendre pour argent comptant les données et les chiffres qui nous arrivent. Alors, scientifique et citoyen, ça peut paraître paradoxal, mais la notion de citoyen, là aussi, elle revêt au moins 2 dimensions. Premièrement, c'est que parmi les valeurs qui nous animent, il y a ces valeurs en lien avec notre société, notre cité. Irisa parlait de préserver nos ressources naturelles, de préserver la santé des populations, de développer une protection de l'environnement, des comportements écologiques. Donc finalement, être centré sur ce qu'on appelle le bien commun et l'intérêt collectif. Et puis derrière cette notion de citoyen, il y a aussi un appel aux citoyens. De dire aujourd'hui, et c'est ce qui est important pour nous, c'est vraiment cette vision d'une démocratie participative. Chacun d'entre nous est un acteur social, est un acteur économique. Chaque fois que vous dépensez 1 euro, même si ce n'est pas conscient, vous portez un message selon la destination de cet euro. Ce que vous financez dit quelque chose d'une posture et d'une position idéologique finalement. Et chacun est acteur citoyen parce que aujourd'hui, on ne peut plus donner de caution et de chèque en blanc à des personnes autour de nous pour penser notre avenir et celui de nos enfants. Et j'allais dire encore plus en Guadeloupe, avec le territoire que nous avons, les ressources que nous avons et le passé que nous connaissons. Très bien. Harold, j'imagine. Alors, vous avez travaillé sur plusieurs rubriques. On peut commencer par les tests qui ont fait leur apparition l'an dernier. On a encore eu cette polémique autour des PCR qui ne seraient pas suffisamment fiables. Où est-ce qu'on en est, Monsieur Gott? D'après les informations qui sont diffusées, il n'y a pas réellement d'évolution en fait. On est toujours à 45 cycles. Au lieu de 35 cycles recommandés... Non, l'OMS recommande 30 cycles. 30 cycles. Et nous, on est à 45 cycles. Oui. Vérifié au niveau des instituts. En tout cas, c'est ce qui est toujours indiqué sur le site de la HAS. Ok, donc on est sur une efficacité à combien de pourcents à peu près? D'après la Cour d'appel de Lisbonne et son arrêt qui a été rendu le 4 décembre 2020, on est entre 3 et 5% de fiabilité. 3 et 5%? Oui. Peut-être expliquer rapidement le cycle et en quoi ça a une importance. Alors, un test PCR rapidement. Un test PCR s'établit en 3 phases. Une étape prélèvement, une étape traitement et une étape identification génétique proprement dite. D'accord. L'étape prélèvement, elle est soit nasopharyngée, donc le bâton qu'on met dans le nez à hauteur de 8 cm quand même, pratiquement. Soit salivaire, donc on va chercher de la salive au fond de la gorge, qu'on va ramener et cracher dans un tube, ou pour ceux qui n'y arrivent pas, une pipette pour aller récupérer ce qu'on n'arrive pas. Donc ce que les enfants de maternelle ont vécu il y a environ 10 jours, c'est ça. D'accord. Mais si je me permets, le débat est international sur l'efficience des tests comme des vaccins, puisqu'ils sont encore en phase expérimentale. La PCR n'est pas en phase expérimentale. La PCR est un test qui a été inventé en 83. D'accord. Donc c'est un test qui est bien maîtrisé, qu'on utilise dans le monde juridique. Donc particulièrement lorsque vous entendez les analyses ADN, c'est une PCR qui est effectuée. D'accord. Et elle est limitée à 30 cycles, justement pour éviter les faux positifs. Mais comme le disait le docteur Alvarez, qu'est-ce qu'un cycle exactement? Un cycle, en fait, ce que le public doit comprendre, c'est que lorsque on prélève un matériel génétique, on va effectuer, on a besoin d'avoir plus de matière. Donc on va utiliser un amplicon. Donc c'est un composé à base d'ADN qui va permettre, en fonction de variations de température cyclique, d'amplifier partiellement sur un premier cycle.
Ensuite, on refait le même tour, on rajoute de l'amplicon sur un deuxième cycle. Et il existe plusieurs types de kits tout faits, donc qui sont exploités. Et en fonction de ces cycles, on arrive normalement à obtenir suffisamment de matériel à identifier. Matériel ADN, la salive, voilà. La peau par exemple, les cheveux sont aussi... Pour pouvoir faire l'étape 3, qui est l'étape d'identification. Cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces cycles sont que partiels. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous réduisez ce que vous récupérez. Admettons, je vais prendre une phrase simple pour que tout le monde puisse comprendre. Le Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes a été invité par la chaîne télé Canal 10. On recherche le mot Caraïbes. Oui. Premier cycle, le Conseil scientifique, blablabla. Deuxième cycle, Conseil scientifique. Troisième cycle, pluridisciplinaire. Vous voyez, à chaque fois, on supprime. D'accord. Il est bien évident qu'au bout d'un moment, on va arriver au mot dit, Caraïbes. Oui. Mais si on dépasse le nombre de cycles, il n'y aura plus le mot Caraïbes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez identifier? D'accord, on est bien dans un conseil scientifique, ça c'est certain. Alors l'objectif aussi, ce qu'on essaye de faire dans le conseil scientifique, c'est de rendre tout ça accessible. Et on s'est inspiré beaucoup des travaux d'Orlando Falsborda, qui est un chercheur colombien. Et je vais juste vous lire son petit passage qui nous inspire beaucoup dans nos travaux et qui vous dit « Ne monopolisez pas vos connaissances et n'imposez pas vos techniques avec arrogance, mais respectez et combinez vos connaissances avec les connaissances des communautés recherchées ou de base en les prenant comme partenaires à part entière et co-chercheurs. Ne faites pas confiance aux versions élitistes de l'histoire et de la science qui répondent aux intérêts dominants, mais soyez réceptifs aux contre-récits et essayez de les reprendre. » Donc ça nous anime beaucoup, cette posture d'humilité, cette posture d'aller vraiment vers les citoyens, de rendre cette science accessible, de sortir de cette science élitiste et d'essayer de la rendre la plus accessible et donc essayer de la vulgariser. Et c'est pour ça aussi qu'on est pluridisciplinaire, parce que ça nous permet de croiser nos compétences. Nous avons des médicaux avec nous, des paramédicaux, mais nous avons aussi des chercheurs issus des sciences sociales, on a des citoyens, et ça permet comme ça d'avoir une vue beaucoup plus large d'un problème. On est dans une crise qui est très complexe, qui a plusieurs paliers, et c'est vrai qu'un regard pluridisciplinaire, un regard croisé, ça vous permet vraiment d'avoir une vision beaucoup plus fine de la solution. Et c'est vrai que c'est dommage que les autorités, on le voit bien, le président en France dirige avec un conseil de défense, avec des personnes qui sont formées dans les mêmes écoles, dans les mêmes moules, et c'est vrai que du coup, on voit les limites de ce modèle de fonctionnement. Nous, on essaye d'avoir un autre mode de fonctionnement. Très bien. Je tiens à préciser que nous n'avons aucun conflit d'intérêt financier, quelque chose que ce soit. C'est important, c'est vrai. Après, Et puis pour avec l'industrie, avec personne. Non, on n'a pas de labo qui nous finance. Même pas de médicaments, de vaccins. Non. Même pas l'eau ne nous finance pas. Parce qu'on répond aussi à d'autres problèmes que la crise Covid. Ni la société du docteur Henri Joseph. Non plus. Et d'ailleurs, Qui lui-même mériterait quand même aussi d'être soutenu financièrement. Un bel appel. Et d'ailleurs, nous précisons même que le fait de prendre position dans un débat actuellement où la démocratie est quand même assez érodée, nous attire des ennuis. C'est-à-dire qu'on prend plus de coups, ça nous attire plus d'ennuis que d'avantages. Et je nous précise Vous faites aussi, même face à l'ignorance carrément. ça peut nous arriver. Donc on prend tous des risques aussi bien dans nos métiers que dans nos vies personnelles. Et donc, ça nous attire, comme je disais, plus d'inconvénients. Et je précise que nous sommes tous des bénévoles. Voilà. Tous des bénévoles. À l'échelle nationale, est-ce que vous êtes le seul conseil avec ce type de... Non, finalement. Cette forme de pluridisciplinaire. Oui, pluridisciplinaire, c'est vrai. Citoyen. Sur la forme. Pluridisciplinaire et citoyen. Voilà, Mais il existe en France un conseil scientifique indépendant qui fait un travail extraordinaire. Donc Parce que son travail est vulgarisé, je vois pas beaucoup. Oui, alors j'invite vraiment les téléspectateurs à taper conseil scientifique indépendant parce qu'ils ont produit des schémas de protocoles de soins précoces. Ils publient des études, ils ont énormément de conférences
de vulgarisation, donc d'essayer d'expliquer en termes simples ce qui se passe. Oui. Il y a aussi un conseil scientifique suisse alternatif, il y en a dans à peu près tous les pays, parce qu'effectivement, compte tenu de la difficulté Oui. à faire entendre les voix alternatives dans cette crise au niveau mondial, dans quasiment tous les pays, il y a des organismes, des associations indépendantes qui tentent de faire entendre leur voix, et c'est pour ça qu'on vous remercie à nouveau de nous recevoir, parce que c'est pas évident aujourd'hui d'exister dans ce paysage médiatique avec Un avis divergent. un Tout à avis fait. divergent. On l'a dit, on est une petite association, donc effectivement, on n'a pas les moyens de faire de grosses campagnes. En tout cas, vous Pour tentez d'éclairer la propager ça. population et c'est déjà très honorable. On va du côté du téléphone pour un appel d'auditeur. Allô, Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô, bonsoir. On vous écoute, Vous monsieur. m'entendez? Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui, nous entendons. Je vous entends faiblement. Alors, bonsoir l'ensemble des chercheurs et scientifiques présents sur le plateau de Cannabis. J'ai entendu déjà parler auparavant, avant aujourd'hui, de cette initiative que vous avez prise au niveau caribéen. Je salue cette initiative et je vous encourage finalement dans cette voie, et je crois l'avoir compris. Vous avez parlé de pluridisciplinarité et de citoyenneté. Je vois dans cette initiative la volonté de montrer les liens qui existent entre les différentes disciplines, un peu comme dans une construction. Au départ, il y a plusieurs tranches de travaux. Il y a le sanitaire, il y a finalement l'électricité, il y a les gros vétos, et il y a une cohérence qui s'établit. Donc, vous voulez finalement essayer d'éviter le départ dans tous les sens, même au niveau de ceux qui font de l'approfondissement concernant un certain nombre de choses. Parce que on dit qu'il n'y a pas de gens bêtes. Nous avons tous un certain niveau d'intelligence, mais nous n'avons pas finalement les mêmes vitesses d'apprentissage, les mêmes motivations à apprendre telle discipline ou autre. Et là, je vois dans cette initiative la volonté d'éviter certaines dérives dogmatiques, certaines dérives dictées par des raisons peut-être d'égo, financière, de politique politicienne. Je vois la volonté finalement de construire une certaine humanité basée à la fois sur la raison et le cœur. Et c'est la raison pour laquelle je salue cette initiative. Et je vous encourage à continuer, parce qu'on dit Einstein même, lui, parce qu'à un certain niveau, les politiques ont tendance à exploiter les matières grises. On le voit à travers la crise sanitaire et les différentes recherches qui sont faites au niveau du vaccin, exploiter les matières grises finalement pour prendre des décisions qui ne vont pas forcément dans le sens de la raison et de l'intérêt finalement des peuples, des populations, des nations. Et alors on dit qu'Einstein lui-même, à la fin sur ces derniers temps, entre guillemets, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé concernant le caractère expansible au nom de l'univers. Il croyait que l'univers était figé. Et finalement, des théories ont montré, et des éléments ont montré que finalement, l'univers était en constante expansion. Alors, je vous salue bien bas et je vous dis de continuer dans ce sens. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Je crois que Merci monsieur veut que le beaucoup. conseil reste en expansion. Oui. Merci. Si on peut dire un petit mot. Bien sûr. D'abord remercier Oui. cet auditeur, ça fait vraiment chaud Ça au fait cœur exact. d'avoir des soutiens, parce qu'il n'y a pas que ça. En plus, Beaucoup de détracteurs finalement.
Un certain nombre. Un Mais certain nombre Qu'est-ce qu'on vous de dit renom. ce qu'on voit, c'est qu'il a compris vraiment ce qu'on Voilà, a tout à exprimé. fait. Oui. Et donc, merci, monsieur. Et juste pour poser, ce qu'il a dit, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on est en Guadeloupe, on n'est pas ailleurs. Et que ce soit pour cette crise-là ou pour d'autres enjeux qui intéressent notre territoire, on ne peut pas le penser de manière figée et dans une lorgnette. Et cette notion de pluridisciplinaire, c'est ce que dit l'auditeur. Notre volonté, c'est de contextualiser. Contextualiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire inscrire tout ce qui se fait, les décisions qui sont prises pour nous, dans ce territoire, dans son environnement, dans son insularité, dans son milieu tropical et dans son histoire. Et effectivement, la composition du CSPCC traduit cette volonté de créer du lien. Et créer du lien aujourd'hui, c'est essentiel. Quand on utilise par exemple la notion de distance sociale, il faut arrêter. Parce que c'est assez dramatique, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Qu'on parle de distance physique à respecter, oui, mais aujourd'hui, non, pas de distance sociale. Au contraire, on est invité à repenser les liens sociaux, à voir comment conserver nos solidarités, comment maintenir le lien avec les générations. Donc vraiment, il faut être attentif. Et en sciences sociales, on a l'habitude de ça, faire attention aux mots. Là, vraiment, on invite la population parce que on dit le discours est performatif, c'est-à-dire la manière dont je parle construit la réalité. Tout à fait. Et parfois même, je parle en contestant quelque chose, mais en parlant, je contribue à l'asseoir. Donc, qu'on arrête aujourd'hui de parler en Guadeloupe de distanciation sociale, qu'on parle de distance physique et qu'on maintienne, en respectant les mesures barrières, mais qu'on maintienne les solidarités, le lien social et le savoir-faire et savoir-vivre ensemble. Et juste pour dire un mot, c'est aussi un appel à nos expertises et à nos compétences, aux talents qu'il y a ici. On a besoin des historiens, des sociologues, des psychologues, des médecins, de tout type de compétences et de talents pour penser une société guadeloupéenne de manière globale. Je voulais justement en complément pour accompagner aussi cette explication. Au niveau des sciences, il y a les sciences, comme vous dites, sociales, humaines, et il y a les sciences dites exactes. Madame Rémus, vous représentez un peu plus ces sciences exactes. Je m'explique. Les sciences humaines, c'est tout ce qui touche à la sociologie, la psychologie, l'histoire. Ce sont des sciences humaines. Et les sciences exactes, ce sont les mathématiques, la physique, la chimie, ce que Einstein, pour reprendre le terme de l'auditeur, étudiait. Donc, vous avez combiné ces deux sciences-là, pluridisciplinaires, d'où la pluridisciplinarité de votre conseil, pour étudier au mieux les fameuses mesures jusqu'à ce jour proposées à la population. Et comme le disait Dr Alvarez, en essayant d'adapter maintenant tout cela, d'étudier son contenu pour que ce soit adapté à notre contexte de vie, notre façon d'être, le climat, etc. etc. Voilà, c'était juste cette précision. Parce que à qui appartient le savoir quand on parle de bien-être Belle question. et de santé? À qui appartient le savoir? Je pense que le savoir, il appartient à tous. Au propriétaire du corps. Voilà. En premier lieu. Donc c'est important de replacer ces choses-là aussi. C'est cela. C'est important aussi de savoir que la science n'est pas monolithique. La science, alors moi j'ai beaucoup entendu durant la gestion du Covid, mais les chercheurs ne sont jamais d'accord, un dit ça, un dit l'autre. Mais oui, mais c'est ça la science. Il y a énormément d'avis divergents, des théories. Il y a des fois, on pose une hypothèse, on dit que c'est ça la solution, puis on se rend compte, eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, qui dit, mais dans ce cas précis, ça ne fonctionne pas, et ça remet en question. Et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est pour ça que nous aussi, on s'est positionné, parce qu'on a remarqué que la science avait été attaquée dans ce débat-là, puisqu'il n'y avait qu'une version de la science, qu'une vision de voir les choses. Et dès que vous allez avoir qu'une version, qu'une seule façon de faire les choses, moi, en tant que politologue, ça me fait tirer la sonnette d'alarme, parce que je sais que ça, c'est souvent les prémices à des régimes de type totalitaire. Je n'osais pas ça, c'est très important. Il n'y a jamais une seule façon de faire les choses. Et quand vous êtes il y a une chose, une seule façon, vous n'êtes plus dans la science, vous êtes dans le dogme. Le dogme a un désir d'éternité. Le dogme ne veut pas être remis en question. Et pour ne pas être remis en question, eh bien, il sera prêt à se défendre
et on l'a vu, hein, le dogme souvent a persécuté, on l'a vu lors de Tout à l'Inquisition. Hein, Galilée, tous ces chercheurs-là avaient été persécutés. Hein, quand on disait que la Terre était ronde et le dogme c'était non, la Terre est plate, eh bien il y a eu tous les chercheurs qui ont dit ça qui ont été persécutés. Et c'est pour ça que la science aussi s'est positionnée, après donc l'époque des Lumières, s'est positionnée justement en disant il faut cette diversité de points de vue, puisque la science évolue, elle est en perpétuelle expansion, pour reprendre les termes de notre auditeur. Très bien. Monsieur Gott. Je tiens à préciser que ce qui a aussi initié notre création, c'est le fait que les fondamentaux sont ignorés. Qu'est-ce que vous appelez les fondamentaux? Ce qu'on apprend tout simplement dans les premières années. Oui. De médecine. C'est assez simple. Aujourd'hui, on a un discours qui est unique, qui est de dire ce qui se passe dans l'Hexagone en climat tempéré peut être appliqué verticalement sans adaptation en climat tropical. Alors, le port du masque oui. en extérieur, même l'OMS est revenu là-dessus. En janvier 2021, l'OMS a bien précisé que le port du masque par des températures élevées est à proscrire. Aujourd'hui, on a une volonté de faire porter le masque à partir de 6 ans. Peut-être qu'on ne nous considère pas comme étant dans un climat à température élevée, je saurais le dire. Je ne sais pas dans le climat tempéré. Hein. Il y a des géographes, les géographes peuvent vous dire que le climat tempéré égale température moyenne 16 à 17 degrés. En tout cas, nous sommes plus proches de l'équateur que la France, c'est certain. Enfin, Et nous, la zone température hexagonale. moyenne près de 30 degrés, surtout en ce moment. Tout à fait. Et même si on prend sur l'affaire du port du masque, quand on fait porter le port du masque en extérieur, aujourd'hui, tous les scientifiques, les physiciens vous disent que le port du masque en extérieur n'a aucune justification scientifique. Et d'ailleurs, même vu qu'on a des autorités qui n'obéissent qu'à le Haut Conseil de santé publique et le Conseil scientifique, le Haut Conseil de santé publique, le 23 juillet 2020, avait bien précisé que le port du masque en extérieur n'est pas vraiment pertinent, tout simplement parce qu'il le dit, les UV contribuent à une disparition rapide du virus, et il l'a dit en juillet 2020, il l'a dit en mars 2020, et donc les contaminations à l'extérieur sont extrêmement faibles, et alors ils ont dit, bon, le port du masque à l'extérieur, seulement si vraiment vous êtes dans une zone de foule et ainsi de suite, peut-être dans les grosses métropoles. Mais en Guadeloupe, regardez, nous sommes essentiellement un territoire rural. Les gens ont leur voiture, il n'y a pas tant de gens que ça qui marchent dans la rue. Oui. Et c'est facile de respecter la distance physique. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on voit On voit essentiellement des femmes monoparentales, des personnes âgées, des jeunes qui portent le masque à l'extérieur. Et c'est vrai que porter le masque à l'extérieur en plein carême ou quand il pleut, dans des températures où il fait très chaud, c'est très difficile d'un point de vue sur la santé. Ça peut avoir un effet justement très négatif sur le corps. On part du côté du téléphone pour un nouvel appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Allô ? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute. Je voudrais que ce conseil scientifique définisse leur statut, parce que je n'ai pas bien compris. Parce que lors d'une conférence de presse avec le préfet, il y a quelqu'un qui a posé la question, à savoir pourquoi ils ne sont pas conviés lors de prise de décision. Et le préfet a répondu, je ne connais pas ce conseil, ce conseil scientifique, ils n'ont pas de statut légal. Alors, est-ce que vous pouvez donc nous préciser tout ça ? Le conseil scientifique, c'est une association. Loi de 1901. Vous êtes déclaré à la préfecture, vous avez des statuts en bonne et due forme. Oui. Très bien. Je suis en train de rechercher le numéro. A priori, le préfet n'a pas encore vu les documents, simplement. D'ailleurs, on lui a envoyé des courriers au préfet. On a envoyé plusieurs courriers au préfet et aux autorités de santé, justement pour avoir des renseignements. Et notamment, en ce qui concerne, si on prend le cas du confinement, on avait envoyé un courrier pour savoir sur quelle étude scientifique il s'appuie pour justifier le confinement. On lui a demandé également est-ce qu'il a fait une mesure d'évaluation d'impact global du confinement de mars 2020, donc notamment de voir les impacts économiques, sociaux, psychologiques, culturels en mars 2020, quels ont été les impacts et notamment les risques,
et de voir cette balance bénéfice-risque. Et donc ça, c'est important. Quand vous prenez de telles mesures qui sont restrictives des libertés, qui ont un impact sur toute la vie des gens, eh bien, c'est important de savoir la balance bénéfice-risque. Et donc, sur quelle étude il s'est appuyé pour justifier le confinement? Et on lui a posé la question sur le couvre-feu. On lui a demandé aussi sur quelle base scientifique il justifiait, par exemple, le fait que quand vous êtes sur une plage seul, eh bien, vous ne pouvez pas rester seul, il faut avoir une occupation dynamique. Quelle est l'étude scientifique qui permet de justifier que quand vous êtes seul sur une plage, par exemple, vous avez peut-être plus de chances d'attraper le virus? D'après, je comprends. ça. Donc, c'était vraiment, on a déjà envoyé des courriers, on n'a pas encore eu de réponse, mais on a bon espoir que peut-être qu'il nous écoute et qu'il nous enverra les réponses. Combien de courriers, juste pour bien répondre à la question de l'auditeur et répondre certainement aux interrogations de la population, combien de courriers avez-vous adressé jusqu'à ce jour à la préfecture? 3 ou 4? Au moins 3, oui. Ouais, au moins 3. D'accord. Et avez-vous obtenu une réponse? Pas encore. Mais nous avons bon espoir. C'est ça, il faut rester positif. Avec cette qualité de question, bon, on comprend pourquoi. Hein. Non, mais on voudrait comprendre, comme la plupart des citoyens, on aimerait comprendre Vous voyez, il y a une incompréhension quelle est la population. justification. Ah oui, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'on est citoyen, on est proche de notre peuple. Et c'est pour ça qu'on aimerait savoir quelle est la base scientifique, pourquoi elle a pris cette mesure, et surtout la balance bénéfice-risque, parce que les risques, par contre, on les connaît. On sait que le chômage a augmenté, on sait qu'on est dans une île où le chômage est déjà très fort. Hein. Il faut savoir que la moitié de la population est en situation de précarité d'emploi. Le nombre de demandeurs de RSA augmente, 1000 demandes à peu près chaque mois. Les impacts économiques, psychologiques aussi, culturels, on a des psychologues avec nous. Donc de mettre tout ça dans la balance en fait. Et est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres... On lui a d'ailleurs proposé un certain nombre de solutions. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres façons de faire pour éviter que ce soit le plus haut pour une bonne partie de la population? Mais on serait ravis de contribuer aux réflexions du comité de suivi aux côtés des maires de nos différentes communes et de nos parlementaires. On aimerait bien vous entendre sur les masques qui ont fait polémique à plusieurs reprises. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a une étude peut-être en local? Non? Alors, toujours pas. Pas encore. Une étude Sur le port du masque? Non, nous n'avons pas fait d'études pour l'instant. Non. Alors, localement, on ne va pas dire qu'on a fait des études. Localement, il y a tout simplement, une fois de plus, les fondamentaux qui s'expriment. D'accord. C'est-à-dire que on a une température qui est plus élevée. Donc, on a un fonctionnement de l'organisme qui est différent à 28 degrés par rapport à 17 degrés. Donc, le masque est un outil qui est industriel et surtout normalisé. C'est-à-dire qu'au niveau de la norme, 863, quelque chose comme ça. Donc, c'est marqué sur toutes les boîtes de masques. Si on regarde cette norme, la ventilation, donc l'échange gazeux possible à travers le masque, est donné pour 8 litres par minute. Donc, c'est une valeur à retenir. Un adulte au repos, il a besoin de 15 à 20 litres. Plus il fait chaud, plus il a besoin de ventiler. Un enfant a besoin de 18 à 25 litres au repos. Je dis bien au repos. D'accord. Donc, vous voyez bien qu'on est en dessous des 50% dont on a besoin. D'oxygène. Pas que d'oxygène, tout simplement Enfin, de pouvoir échanger. Mais il y a pire, c'est que porter le masque permet une certaine quantité de gaz de s'échapper, du gaz carbonique, mais pas la totalité. C'est-à-dire que on reprend simplement ce que d'autres ont fait pour tous les pays, donc le MIT, pour ne pas le citer, l'université d'Oxford, l'université Paris 6, ont cité qu'il y avait entre 40 et 60% de CO2 qui étaient réingérés. C'est ce qui est nocif pour notre organisme. À partir de là, c'est ça. Tout à fait. Le gaz carbonique réingéré. Vous avez au niveau du cerveau une vasodilatation des vaisseaux, donc un apport massif de sang au niveau du cerveau. La boîte crânienne ne peut pas grossir, donc c'est ça qui explique les maux de tête. Les gens ne comprennent pas. Très très vite les maux de tête, les baisses d'attention, évanouissement, etc. Tout ce qu'on peut observer. Et au niveau périphérique, par contre, il y a une vasoconstriction, c'est-à-dire que là, le risque est différent. Donc, en haut,
ça expande. Et en bas, Voilà, constriction d'eau, pour hypertension, vulgariser etc. vos termes. Au niveau de la tête, Voilà. les vaisseaux augmentent de volume, donc il y a un C'est-à-dire qu'il y a un affluent affluent au important. niveau du cerveau. Voilà. Donc, comme le cerveau, il ne peut pas grossir C'est ça. indéfiniment. Donc, Non. c'est ce qui explique physiologiquement, hein, c'est ce qui explique les maux Mal de de tête. tête. Hein. Et puis, d'un autre côté, donc on a de l'hypertension. Voilà. Et puis le stress. Voilà, ça continue à entretenir le stress, c'est sûr. Et la privation d'oxygène à long terme va avoir un effet cardiaque. Donc à l'heure actuelle, on voit quand même beaucoup plus d'AVC et beaucoup plus d'accidents cardiaques. Tout à fait. D'accord. Et pour lui, il avait vu, enfin, pour ce qui concerne la circulation, des baisses d'attention au volant et beaucoup plus d'accidents. L'excès de CO2 Voilà. entraîne des troubles de la concentration, des troubles du jugement, de l'absence, voire de l'endormissement. C'est ce qui est cité dans les études faites par le Collège des pneumologues de France. On Donc rappelle- aujourd'hui, il me semble que quand on doit prendre le volant, on est censé être en situation de conduite. Est-ce que l'absence de jugement, ou le trouble du jugement, plus ou moins important, parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, le trouble de la concentration, les absences, en tant que secouriste, je suis intervenu sur plusieurs accidents où pas de traces de freinage, pas de traces de ripage, le coup de volant, Ah oui. dont un où j'ai dû prononcer l'heure de décès. Tout ça pour des manques de réaction du coup. C'est ça. Le Sans- problème, c'est que sans- cet effet narcotique perdure dans le sang. En plus. C'est perdure dans le temps, pardon. Dans le temps. Oui. Donc, entre 1 à 2 heures selon les personnes. On précise, vous êtes Fabrice Gott, ingénieur en conception de solutions. Voilà, hein, vous avez chacun, bien sûr, vous êtes, entre guillemets, qualifié pour pouvoir vous exprimer sur toutes ces problématiques. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes réunis. A priori, on a un appel, c'est ça? Exactement. On reçoit l'appel. Là, je peux y aller. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous pouvez vous exprimer. Vous êtes à l'antenne. Allô, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Vous m'entendez? Oui, on Oui. vous entend. Allô, bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir, monsieur. Allez-y. Oui, bonsoir. Voilà, je me prénomme Jésus. Avant tout, je voulais saluer en fait la présence de toutes ces personnalités guadeloupéennes que nous avons ici, pour les remercier pour leur courage, leur détermination à faire valoir leurs opinions. Parce que moi, en tant que simple citoyen, je me rends compte qu'en fait, on est dans une espèce de manipulation depuis plus d'un an. Et puis, en fait, moi, Pour vous, c'est de la manipulation, monsieur. Les politiques que nous mettons en place ne sont pas capables, justement, Non. justement d'avoir des pensées contraires, parce que voilà, on veut nous instaurer une pensée unique. Et qu'en fait, je me rends compte que nous avons un représentant de l'État qui a une feuille de route, une mission sont dictées au plus haut niveau. Et que voilà, le problème il est là, et que nos politiques, qu'est-ce qu'ils font justement, ce genre d'association, auraient mérité l'aide justement de nos politiques de la région et autres, afin de pouvoir permettre à ces gens de développer justement cet état de fait. Voilà, il suffit d'avoir du bon sens et pour comprendre qu'en fait ce qui se passe. Je vous remercie pleinement et puis bon courage à vous et puis continuez sur cette lancée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, pour cet appel. Merci. C'est vrai qu'il y en a qui Ça manquent. fait chaud au cœur. Vous voyez comme quoi il y a des personnes dans la population civile qui ont un sens critique assez fin. Il y en a beaucoup. Il y en a Bien sûr. beaucoup plus qu'on ne croit. Il y en a beaucoup. Simplement, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de professions pour qui c'est difficile de s'exprimer publiquement. Vous parlez des médecins en particulier? oui. Tous les soignants, en fait. Tous les soignants, les soignants. paramédicaux, Tous les Donc on empêche aux soignants. les infirmiers, les kinés, oui, tous ceux qui ont des données de terrain, qui voient les Guadeloupéens dans leur cabinet, qui les connaissent, qui connaissent les pathologies, qui voient aussi l'impact de certains types de traitements qu'ils donnent pour ceux qui osent soigner encore véritablement avec leurs compétences, leurs connaissances de médecins. Et donc ces personnes-là devraient être sur les plateaux. Mais elles ne peuvent Mais, pas le faire. Elles ne Voilà, peuvent pas. celles parce qui, en que tout les cas, sanctions ont des- sont fermes. Quelles sanctions? Les sanctions, on a un avertissement de l'ordre à s'expliquer par rapport à ce qu'on fait.
Ah oui, l'ordre des médecins, c'est ça? Tout à fait. Vous demande de justifier pourquoi vous passez outre les recommandations Voilà, étatiques. tout à fait. Mais quand même, ils vous reconnaissent au passage. Comment? Puisqu'ils vous convoquent, ils vous reconnaissent quand même, un minimum. Et ça, c'est pas que le cas en Guadeloupe. On est en lien aussi avec d'autres associations en France. Et c'est le cas aussi de plusieurs médecins, qui se soient en Guadeloupe ou en France, des paramédicaux qui ne peuvent pas s'exprimer. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont fait ont été convoqués par l'ordre, ont été menacés de radiation. Et d'ailleurs, vous avez quand même les deux exemples les plus célèbres, le professeur Raoult et le professeur Christian Perron, qui ont été convoqués par l'ordre. Christian Perron a perdu son poste de directeur parce qu'il a eu des propos qui allaient à l'encontre de la doxa du gouvernement. Or, un scientifique, justement, c'est ça notre métier, c'est de pouvoir exercer notre sens critique. Et aujourd'hui, c'est très difficile de le faire, et c'est pour ça que c'est vrai que peut-être qu'il aurait peut-être été préférable qu'il y ait plus de médecins, de paramédicaux qui parlent. Il y en a avec nous dans l'association, mais ils ne peuvent pas le faire parce que s'ils le font, ils risquent de perdre leur travail. Et donc, du coup... Donc le fait de communiquer des données pour des soignants peut entraîner leur licenciement. Je vais prendre un exemple simple. Tout près de nous, en Martinique, des médecins, un collectif de médecins avec lesquels nous avions commencé déjà à échanger, 13 médecins devant l'ordre des médecins au mois de mars. D'accord. On va voilà. Et sur le vaccin, parce qu'on va devoir clore l'émission dans pas longtemps, et sur le vaccin, donc. Ah là, on est en plein dans la polémique. On a un peu tout testé. On a testé du Pfizer, de l'AstraZeneca. On ne rentre pas dans la polémique. On va faire un truc simple. On est en phase 3, donc comment ça... Déjà, voilà, on est déjà premier élément. Quand vous avez un vaccin, première chose aussi, c'est de se demander est-ce qu'on en a besoin. Juste rappeler le taux de létalité. Le taux de létalité du Covid, d'après une étude de l'Imperial College of London, c'est de 1,15%. Donc ce n'est pas Ebola, ce n'est pas le cancer. Donc respirons un petit peu. Alors létalité, c'est le taux de mortalité. Si on vous annonce chez les gens malades. Chez les gens malades. Donc, si on vous annonce que vous avez le Covid, soufflez, vous avez plus de 99,5% de chance de guérir. Donc, soufflons un petit peu. Alors maintenant, on peut rentrer, comme on dit, dans le non-non. Alors, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que ce vaccin bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'étude n'est pas finie, que les données ne sont pas finies, mais qu'on a estimé que par rapport à la situation sanitaire, on vous donne une autorisation temporaire à condition que vous nous prouviez par la suite un certain nombre de données. Alors déjà, ce qu'on peut dire dans le dossier de l'AMM conditionnel qu'on a décortiqué, c'était en anglais, ce qu'on peut dire déjà, c'est que, l'étude n'est pas finie. D'accord? Donc l'étude se terminera en 2023. Quand on regarde le dossier de cet AMM conditionnel, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, je prends le cas de Pfizer, elle nous dit qu'il n'y a pas d'efficacité sur les formes mortelles. On ne peut pas savoir, tout simplement parce que l'efficacité sur la mortalité, ça ne faisait pas partie de l'objectif de la phase 3. On nous dit que sur les formes sévères, on ne peut pas... l'efficacité n'est pas prouvée, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de formes sévères dans l'étude. Ça prouve bien que la forme sévère reste quand même assez rare, malgré le fait qu'il y avait quand même beaucoup de monde, mais il n'y avait pas assez de formes sévères. Pareil aussi, on ne peut pas affirmer chez les personnes de plus de 75 ans que ce vaccin est efficace, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de personnes de 75 ans. La même chose aussi, l'efficacité n'a pas été étudiée chez les immunodéprimés et chez les femmes enceintes. Donc là aussi, on ne le sait pas. Alors c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'on dit que les femmes enceintes peuvent se faire vacciner. Par contre, la compagnie le dit bien. Attention, on n'a pas étudié dessus. D'ailleurs, ça faisait partie d'un critère d'exclusion. Les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Alors, je voulais rapidement, parce qu'on n'a vraiment plus le temps, vous poser quand même une question, parce que vous êtes, je rappelle, docteur en sciences politiques et droit international. Et la loi Avia qui a été votée il y a un peu plus d'un an, vous vous souvenez, c'est une loi qui interdit de contester les mesures prises par l'État. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit une forme de conditionnement pour pouvoir mettre en place toutes les mesures mises en place aujourd'hui? Certainement. Certainement. Si on ne peut pas, en science, c'est justement le propre de la science, c'est de pouvoir remettre en question les choses. Sinon, on n'avancerait pas. Sinon, on n'aurait pas pu faire toutes les avancées. Parce que cette loi, aujourd'hui, en tout cas dans la République française, elle a été votée pendant le premier confinement, en tout cas en Guadeloupe, interdit, en tout cas considérera comme hors la loi, tout citoyen qui s'oppose aux mesures prises par le gouvernement. Je pense qu'on peut peut-être trouver un début de réponse. Donc on va faire simple.
nous ne nous opposons pas, déjà pour répondre, nous ne nous opposons pas aux mesures. Nous Proposer des tenons, solutions. sans aller jusqu'à proposer les solutions, puisque proposer des solutions alternatives par rapport à cette loi, c'est s'opposer aux mesures. C'est Donc, ça. par contre, il y a un truc qui est tout simple, c'est qu'il faut que la population sache, et là la loi ne couvre pas ce spectre, il faut que la population sache qu'est-ce que c'est que des essais cliniques. Et qu'il y a quatre grandes étapes avant une mise sur le marché officiel, et qu'un produit expérimental puisse s'appeler vaccin. Pour le moment, il n'a même pas le droit de s'appeler vaccin. En fait. Pour le moment, ça, c'est ce que dit la loi. Ensuite, on est en phase 3. En phase 3, on est dans une phase où il y a forcément des placebos, puisqu'il faut pouvoir mesurer l'efficacité. Le problème, seul le laboratoire, enfin, en l'espèce, les 4 laboratoires, savent exactement quelle eau est un placebo, quelle eau n'est pas un placebo. Et enfin, compte tenu des remontées d'informations, la formule, pendant la phase 3, peut évoluer. Bien. Donc il faut que les gens soient au courant quand même de ce qu'on leur demande. On leur demande d'être des cobayes plus, sachant que très tôt, les laboratoires ont eu des accords, dans les contrats qu'ils ont signés avec les différents gouvernements, ils ont la possibilité de ne pas avoir quelque poursuite que ce soit. Ce sont les États qui Pire, vont si devoir assumer la responsabilité. au niveau de la pharmacovigilance, il y a si au niveau de la pharmacovigilance, il y a de nouveaux effets secondaires, ce sont les États, donc nous, qui devront indemniser les États, les laboratoires, pardon. Alors juste aussi pour préciser, la phase 3, ça dure entre 3 à 5 ans et que la durée moyenne de développement d'un vaccin, ça dure 12 ans. Donc clairement, on n'a pas le recul nécessaire, c'est une nouvelle technologie. Et d'ailleurs, le propre ministre Véran, donc on n'est pas à l'encontre, a reconnu dans son mémoire du Conseil d'État que les vaccins, il n'y avait pas assez de recul, que les vaccins n'étaient peut-être pas efficaces contre les variants, qu'ils n'empêchaient pas la transmission, qu'on pouvait faire des formes graves et sévères. Et donc du coup, dans son propre mémoire, il a fait preuve d'une grande prudence. Donc c'est pour ça que nous aussi... Très bien. Mais ça n'a aucun effet sur la campagne de vaccination. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. Est-ce que vous voulez laisser un numéro de contact ou un mail ou une Contact avec un S, @cspcc.org. Il y a le site Facebook aussi. Il y a aussi le Facebook, Il y a aussi le fb.cspcc.org. Sans quoi il y a le YouTube, yt.cspcc.org. Et il y a le Twitter, twitter.cspcc.org. Et l'Instagram, insta.cspcc.org. On fera notre mieux pour synthétiser tout ça. On donne le mail peut-être. Le mail, j'ai déjà dit, contact avec un S, @cspcc.org. D'accord, il nous faut peut-être quelqu'un dans la communication. Bienvenue. Ça se discute. Ça évolue, c'est simplement ça. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau. Merci pour beaucoup. vous Merci à vous de votre justement. invitation. Avec plaisir. Merci de faire vivre aussi la pluralité et la Voilà. démocratie. Merci beaucoup. Excellent. Julienne, merci Ah pour la ouais. co-présentation. Avec plaisir. Et chers téléspectateurs, pour ma part, je vous retrouve très prochainement. Pour l'instant, c'est Julienne qui va assurer l'intérim. Et on se retrouve normalement la semaine prochaine. Une excellente soirée à vous. Belle soirée. Merci. Merci. Au revoir.